Radio Kapi, grand témoin. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Alain Héroux-Mouchige. Comme vous le savez, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans notre rendez-vous de Grand Témoin. Et aujourd'hui, Grand Témoin a le privilège, l'honneur de recevoir un invité qui a plusieurs casquettes, qui a fait beaucoup de choses dans sa vie. Il s'agit de Norbert Basengezi Katintima, ancien gouverneur du Sud Kivu, ancien ministre de l'Agriculture, Pêche et Élevage, ancien ministre du Développement rural, ancien vice-président de la Commission nationale électorale indépendante, CENI, ancien député national. Actuellement, il est sénateur et autorité morale du parti politique ANS, Alliance des nationalistes pour un Congo émergent, parti membre de l'Union sacrée de la nation. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Norbert Katintima, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment vous allez? Calme et serein. Merci de nous recevoir chez vous dans ce beau cadre. Nous allons parcourir votre CV de fond en comble et je dois déjà le signaler. Ce n'est pas dans une émission comme celle-ci qu'on pourra tout dire de votre parcours qui est si riche, mais nous allons prendre les éléments essentiels. Vous voyez le jour le 10 janvier 1958 à Kashiramo Kaziba au sud Kivu. Ça veut dire 2 ans avant l'indépendance, qui interviendra le 30 juin 1960. Dites-nous pour commencer, quels sont les souvenirs d'enfance qui vous restent encore de la période post-indépendance? Disons quand vous avez 10 ou 15 ans, quels souvenirs vous gardez encore de ce moment-là? D'abord, je glorifie Dieu parce qu'il a choisi cet endroit-là, Kashiramo Kaziba, pour que mon cordon ombilical il soit enterré ce jour-là de ma naissance. Mon père est mort en 1974, je n'avais que 16 ans. Ma mère est encore vivante, on l'appelle ministre sans dossier. C'est-à-dire qu'elle-même a présagé qu'elle mettra au monde des ministres, alors que nous étions encore si jeunes, elle nous a fait étudier. Des jeux d'enfance, j'étais toujours quelqu'un qui a fait échouer beaucoup d'amis parce que trop précoce. Moi, j'allais à l'école, les amis qui me suivaient au football n'avaient pas le temps d'étudier, mais moi, je prenais les lignes essentielles et je sortais toujours premier, deuxième de ma classe. Alors, quand vous me suivez au terrain de football qui était à côté de la maison chez les catholiques, le lendemain, vous aurez échoué au devoir, mais moi, je passe toujours à cause des petits carnets que j'avais. Étudier de manière stratégique? Si, d'une manière synthétique, intelligente. Dans l'enfance aussi, je voyais qu'il y avait beaucoup de pommes de terre autour de nos maisons, comme enfin des chefs. Je voyais aussi qu'il y avait des policiers devant notre maison et Dieu m'a béni. Jusqu'aujourd'hui, ces mêmes policiers, même si ce sont déjà des jeunes, gardent toujours nos maisons là-bas. Donc, Dieu nous a prédisposés à être des chefs. Alors, quand on perd son père si jeune, à l'âge de 16 ans, qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? Il est mort d'abord devant moi. Ah bon? Oui. Dans quelles circonstances? Il m'a béni, il était malade à l'hôpital général de Kaziba. Il m'a béni 3 jours avant. Et voilà, c'est cette bénédiction qui fait que nous soyons ici. Et ça a forgé votre caractère, je présume, pour pouvoir vous battre et savoir compter sur vous-même. Ne pas manger seul, parce que chez nous, les gens mangent en désordre, mais d'une façon ordonnée, comme ici c'est dimanche. Tu verras que vers 13 h, les gens viendront ici à la journée porte ouverte. Les uns vont venir me donner des nouvelles, d'autres vont venir m'injurier. Et tout ça, c'est le caractère des chefs, quoi. Alors, vous avez parlé du football, des jeux d'enfance. Racontez-nous ce que vous pouvez considérer comme votre plus mauvais souvenir d'enfance. J'ai été fracturé à ce niveau-ci. Au niveau presque du fémur. Du fémur. Oui. Qu'est-ce qui vous est arrivé? J'allais buter, comme j'étais numéro 11, le 5
m'a calé, je suis tombé. C'était un dimanche. Mais ça m'a aidé à construire beaucoup de stades. Ok. Le stade de Kadoutou, il était bon journaliste. Je l'avais réhabilité en 99 quand j'étais gouverneur. Mon fils venait d'y mettre un beau tapis. Terrain synthétique. Oui, ça a une pelouse synthétique. Je suis en train de construire le stade de Panzi, le stade de Kamagnola, le stade d'Ouvira, le stade de Kazuba. Donc, c'est resté à moi comme quelqu'un qui aime Barça, qui aime aussi les équipes locales comme les équipes provinciales. Et nous, du Sud Kivu, on devrait aller maintenant à Goma jouer, on devrait aller ici à Kinshasa, à Kisangani. Mais nous jouons maintenant à Bukavu et sur les Vita, les Mazembe, qui se déplacent aujourd'hui pour Bukavu. C'est à cause de cette enfance-là que nous, on a développé cet esprit. Samba Caputo s'appelait lentement, j'ai porté son soulier pour aller au stade. Alors, qu'est-ce qu'on peut considérer ou vous pouvez considérer comme le plus beau souvenir de votre enfance? Mon père, il m'a bien éduqué, ma mère aussi. Nous poussait à aller à l'école et nous poussait d'être trop social. C'est la bonne éducation. La, Et j'ai légué ça aussi à mes enfants. la bonne éducation. Et c'est quelle musique à l'époque, dans votre enfance, vous naissez 2 ans avant l'indépendance, quel Si genre de musique vous aimiez écouter ou vous écoutez encore à ce jour? deux choses, à chaque bonne année, les groupes folkloriques Ntore, comme je suis enfant des chefs de groupement, venez danser chez nous. Si tu entrais au salon ici, tu verras là où je suis en train de danser. Moi, il y a de cela 2 mois avant que je ne sois élu sénateur. Ok. Donc, de ma naissance jusqu'à aujourd'hui, nous dansons l'Ntore. Mais aussi, je suis chrétien protestant. J'ai fait aussi la chorale et je voyais mon père, les Mwami Nakaziba, et des fois d'autres dignitaires passer à la maison. Il y avait une radio qu'on appelait Phono. Ils dansaient de leur manière, ce qu'on appelait à un certain moment secousse. Hein? C'était à leur manière la rumba ici. Même ma mère dansait ça. Et des fois, on nous amenait en ville, au restaurant, au manger. Nous sommes trop jeunes et vous suivez la musique étrangère Euh, euh, à Riviera, l'actuel hôtel du président Lukwebo, à l'hôtel résidence qui est mon hôtel au restaurant Bodega. On mangeait là-bas enfin, quand les Mwami nous amenaient, Mwami Nakaziba. alors, je m'amuse toujours dans cette émission à poser la question de savoir quels sont les noms d'amis d'enfance qui vous restent encore en tête. Naftali Chikara, je venais de l'enterrer il y a de cela 2 ans. Paix à son âme. Il n'a pas beaucoup évolué. Il y a Vicky Kaboy qui est à Bruxelles. Il est malade. Il y a également Assoumani. Moi, je trouve que les trois sont mes plus grands amis. 2 sont encore vivants. Alors, les études faites de 64 à 71, EP Chibanda Kaziba, obtention du certificat. 71-77, Institut Namuera Kaziba, obtention du diplôme d'État. 77-80, UNASA ISP Bukavu, diplôme de graduat en pédagogie appliquée, option géographie et histoire. Pourquoi le choix de la géographie et de l'histoire, pas de la médecine, pas du droit, comme on l'a vu chez certains? D'abord, vous verrez que dans ces études primaires, moi j'ai étudié dans le même village où je suis né. Et j'ai eu mon diplôme d'État au village. Et c'est comme ça que, devenu ce que je suis aujourd'hui, j'ai voulu rendre ça à la population. Quand vous allez dans ce village, vous verrez que j'ai construit des écoles primaires. Je suis un grand promoteur de l'éducation.
j'ai construit des écoles secondaires et fait agréer d'autres. J'ai construit des écoles d'enseignement supérieur et universitaire. Il y a l'ISDER Kaziba, il y a l'ISP Kaziba, il y a également l'université de Kaziba Unikaz. Aujourd'hui, avec le président Tshisekedi, nous sommes en train de construire le home pour étudiants. C'est pour dire que, au lieu de créer l'exode rural, j'ai créé l'exode urbain. Ça fait partie de la géographie humaine. Si vous voulez que le village se développe, investissez d'abord dans l'éducation et au lieu que le village se vide, il faut que les gens quittent plutôt la ville pour aller se réinstaller en milieu rural. Dans ce milieu-là, nous avons également du courant, nous avons de l'eau, si bien que quand vous quittez Kinshasa ici, quelque part vous arrivez dans notre village, à côté de la route qui n'est pas goudronnée, vous pouvez oublier quand vous êtes dans la maison parce que vous aurez de l'eau chaude. Vous ne regrettez pas d'avoir quitté Kinshasa? Non, non, je suis fier de ça. Et pourquoi la géographie? C'est parce que quand j'étais aussi petit, il y a la géo humaine telle que je vous l'ai dit. J'étais quelqu'un qui accompagnait papa comme recenseur, comme chef, dans les recensements. Et c'est quelque chose qui aura même une incidence sur moi quand je suis allé à la commission électorale. J'étais donc en contact avec la population et les milieux naturels, les montagnes, les vallées, les vallons, les plateaux. Parce qu'on marchait à pied dans les milieux où il n'y avait pas de route. Tout ce qu'en fait vous avez appris à l'école, mais là vous pouvez le vivre dans la pratique. Dans la pratique. Et c'est comme ça que j'ai choisi la géographie. Il y a des faits géographiques, ce n'est pas seulement la géographie, science naturelle. Il y a des faits géographiques que nous vivons dans la réalité. Par exemple, en 1977, le volcan de Goma. Nous y avons perdu notre professeur, M. Léon, qui est allé dans ce cratère-là. Moi, quand vous me parlez de faits sismiques, j'en connais donc les conséquences. Ça jouait sur moi et lui, il est témoin en 2001 ou 2002, quand j'étais gouverneur. Il y a eu le même Nyiragongo qui s'est révolté à Goma. Et j'étais donc un humanitaire. Nous avons envoyé beaucoup, 27 bateaux sur Goma pour amener les gens à Bukavu. Et c'est parce que moi, je connaissais les conséquences du volcan. Quand j'étais étudiant, je me rappelle en 1979, on a fait une mission à Ikoma, parce qu'Ikoma, à ce moment-là, avait 453 habitants au kilomètre carré, c'est beaucoup dans un milieu rural, et c'était pour demander à la population de se déplacer. Et ils ont refusé parce qu'il y a l'aspect culturel. Les mouchis ne peuvent pas être déplacés dans un autre milieu, n'a pas grandi. Tu vois, même moi-même, à mon âge, je pense toujours là, il y a mon cordon ombilical. Donc, mais aujourd'hui, il y a des faits que les gens peuvent déplorer, mais moi, je les comprends scientifiquement. Par exemple, le phénomène sismique. Quand vous habitez Birava, on va vous dire ici il y a l'épicentre de ces tremblements. Quand vous habitez autour de Luiro, quand vous voyez même les sols de Luiro autour de l'Inera, vous verrez que c'est un sol volcanique. C'est qu'il y a eu des volcans dans les temps. Quand vous êtes à Bukavu, autour de l'ISP, là où il y a les DAP, il y a un cratère. Et les gens ne le savent pas. Et aujourd'hui, les glissements de terrain que nous avons dans tout l'est du Congo, c'est du phénomène Graben qui a constitué à la fois le lac Tanganyika, la Ruzizi, le lac Kivu, même le lac Édouard. Alors, selon votre expérience, est-ce que vous pensez que le Congolais aujourd'hui maîtrise la géographie et l'histoire de son pays? Non, on nous a soumis
à une géographie d'autres pays. Ça ne servait à rien de nous bomber la géographie de la Turquie pour que nous ayons en tête celui qu'on appelait Kamal, qui a libéré ces pays au lieu de nous parler de l'histoire, par exemple, du Mwami, du Bushi, De Simon Kimbangu, de Simon Kibangu, de la dame Vita, hein, Kimpavita. Kimpavita, ainsi de suite. Je crois que c'est ça le mal. On nous flanque dans nos têtes l'Amazonie alors que nous sommes le deuxième poumon du monde. Ça devrait être adapté plutôt aux réalités locales. Et c'est pour cette raison que je venais en appui à ces universités-là de construire un musée dans notre village où je rassemble, comme Issori aussi, où on rassemble tous les matériels culturels qu'utilisaient les Bashi de Kabare, les Bashi de Kaziba, de Luinja, de Brigny et d'Engoshe. Et on a un musée comme ça, je suis en train de monter. Alors, vous avez évoqué l'expérience avec votre défunt papa qui vous a conduit par-ci, par-là et vous a permis de découvrir la beauté de ce pays. Est-ce que ce ne serait pas un conseil également à d'autres parents qui doivent faire ce qu'on appelle un peu le tourisme local, hein? Ce n'était pas la beauté de tous les pays, c'était la beauté de notre chefferie, de notre bouchi, parce qu'il n'est pas allé au-delà. Au-delà. Mais moi, à la CENI maintenant, ou comme ministre de l'Agriculture d'abord avant, j'ai fait le tour de toute la République démocratique du Congo parce que je n'avais pas du mal à vivre ailleurs. Je connais les 145 territoires, je connais les 26 provinces, les 33 villes. Je sais que nous avons 737 chefferies et secteurs. J'ai déjà vécu presque dans la moitié. Je n'ai pas été dans tous les 6095 groupements, mais je suis parmi les gens qui ont géolocalisé les 88 008 villages du Congo. Alors, est-ce que pour Donc, je connais le Congo parce que je suis né avec cet esprit de ne pas être enfermé sur moi-même. Exactement. Est-ce que ce ne serait pas un conseil pour les parents congolais d'amener leurs enfants visiter ce pays, quitter par exemple Bukavu pour aller à Matadi, quitter je vous invite vous-même d'abord à le faire et comme vous avez la radio, vous allez répéter ça. Quand vous verrez ce que vous aurez vu. Moi, je l'ai fait parce que mon père, avec mon défunt papa, j'ai fait la même expérience. Nous avons sillonné en vacances, nous n'allions pas en Europe, mais nous avons par contre visité plusieurs provinces du pays. Hier, je disais à une personne que je dois l'amener à Mwanda. Il était étonné. Et il y a de cela 2 ans, j'y ai amené notre jeune Mwami parce que je n'ai pas voulu qu'il s'enquiste seulement sur le Kivu. Et nous avons pris avec lui une photo là où est entré Diego Cao, à l'Embouchure. Ah, c'est une très bonne chose. Alors, en termes de formation, vous en avez plusieurs. 1998, plusieurs formations en démocratie et développement avec la fondation Hans Seidel. De 2003 à 2017, formation électorale par la Commission électorale nationale de la République sud-africaine, NEC South African, celle de la SADC et ISA, de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, ainsi que celle de la coopération sud-coréenne COICA, où vous avez obtenu plusieurs certificats et attestations en matière électorale. On le verra par la suite, vous l'avez dit, hein, vice-président, deuxième vice-président, vice-président de la CENI, on le verra tout à l'heure dans la suite. Alors, en termes d'expérience professionnelle, de 80 à 81, vous êtes enseignant à l'Institut Chibanda Kaziba. 81 à 87, préfet des études à l'Institut Chibanda Kaziba. 87 à 91, préfet de l'Institut Plateau Médical Kadutu Bukavu. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous avez par la suite créé beaucoup d'écoles, facilité l'enseignement dans votre contrée notamment. Mais qu'est-ce que cette expérience de préfet d'enseignant a amené dans votre parcours? D'abord, je suis gradué de l'UNASA, donc Université nationale du Zaïre à l'époque, en pédagogie appliquée. Ce n'est pas en sciences d'agronomie,
C'est comme ça qu'en terminant, nous n'étions pas nombreux dans nos villages. À ce moment-là, en 80, on nous comptait sur les bouts des doigts. D'ailleurs, toutes les écoles secondaires avaient comme préfet les gens de ma famille. Parce que, tel que je le dis, je suis deuxième de notre famille. Mon grand frère était aussi préfet d'une autre école. Mon oncle paternel était aussi préfet parce que à ce moment-là, les intellectuels étaient à compter au bout des doigts. Il n'y avait que Vunanga qui était de l'autre côté à Lubaba. Et je ne devrais rendre la médaille qu'à ceux-là qui me l'ont rendu aussi. C'est-à-dire, c'est papa qui m'avait supporté comme jeune. Je devrais aller enseigner chez nous. Je suis allé enseigner. Une année après, je suis devenu préfet. C'était en 81. Et quand on était préfet, à ce moment-là, on est chef de division au village. On est un grand monsieur. Et c'est à ce moment-là que je me suis marié. C'était une contrainte parce que vous ne pouvez pas avoir ce titre-là, être célibataire. Et ça fait donc 43 ans de mariage. C'est une longue histoire. Félicitations. Merci. Alors, l'honorable prince est né en 82. Tu vois, il est maintenant député. Il est né quand j'étais préfet. Il a construit d'ailleurs sa maison à côté de la maison où il est né. En 87, moi j'avais transformé cette école qui était déjà une école en planche. Je l'ai transformée en école en matériaux durables. Et ce qui a fait que les missionnaires protestants américains avec qui j'ai travaillé puissent directement me faire cette promotion avec Papa Mundio à Bukavu, la plus grande école qui se trouve à Kadutu. Elle aussi, je l'ai transformée en brique. Et quand je suis arrivé à Kinshasa, j'ai demandé les fonds au niveau des Pepereski, donc les fonds là de construction qu'avait le gouvernement avec le ministre Maker. Et on l'a transformé, me mettant déjà à Kinshasa ici. C'était dire, moi j'ai étudié pour rien, il faut aussi que j'enseigne à mes petits là pour me remplacer un bon jour. Et je peux aller même maintenant loin comme tu as abordé ce chapitre. Je ne voudrais pas que tu me cites seulement au niveau de la promotion des écoles au village. Non. Je suis l'un de ceux-là qui avait fait l'appui à la construction des homes des étudiants à l'université de Guadeloupe. Quand j'étais ministre de l'Agriculture, on avait eu un projet dans le cadre de Parsa pour le nord Ubangui et le sud Ubangui. Et dans le cadre de recherche scientifique, j'ai vu que la faculté d'agronomie, les gens étudiaient par terre. Et quand tu arrives là-bas, donc, tu verras que à Guadeloupe, c'est écrit sur des bâtiments dont de son excellence Norbert Basengezi Katintima. Je suis nationaliste comme le parti est aussi nationaliste. Tout à fait. Il y a de cela 6 mois que j'ai envoyé une machine de forage d'eau et mes vaches se trouvent à la ferme d'Enganza à Guadeloupe. Quand tu vas à Kamina, l'université méthodiste de Kamina, également. Et donc, chez nous, vous avez l'esprit très ouvert, hein? Nationaliste congolais. Et le parti, on ne s'est pas trompé pour ça. Quand vous arrivez à Kamina, l'université méthodiste de Kamina, chez nous, les protestants, j'ai contribué aussi à ça, avec toute la toiture. Vous arrivez à Fizi, l'ISP de Fizi, l'ISTEM à Ouvira, l'ISTD à Calais. Chez nous, au chef-lieu du territoire de Walungu, il y a l'ICEAV, il y a l'ISP Walungu, il y a également l'école qu'on a créée avec Papa Massou quand il était à l'enseignement supérieur, l'ISTEM aussi et l'ISTA. Voilà, donc, la liste n'est pas exhaustive. Même Movo, l'ITEM Movo d'y jouer. Voilà, la liste n'est pas exhaustive. Oui. Alors, mesdames et messieurs, quand Dieu vous donne, il faut également savoir donner aux autres. Donner aux autres, mais
bien former les enfants parce qu'on n'est pas si éternel. Éternel. Ouais. Grand Témoin reçoit aujourd'hui Norbert Basengezi Katintima, ancien gouverneur du Sud Kivu, ancien ministre de l'Agriculture, Pêche et Élevage, ancien ministre du Développement rural, ancien vice-président de la Commission nationale électorale indépendante, ancien député national. Actuellement, il est sénateur et autorité morale du parti politique ANS, Alliance des nationalistes pour un Congo émergent, parti membre de l'Union sacrée de la nation. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de le recevoir et je pense que jusque-là, vous avez pu tirer beaucoup de leçons. Vous avez vu un Katintima de développement que de la politique. Alors, entre 87 et 92, vous êtes secrétaire général du syndicat d'initiative de Kaziba Sika, une structure de la société civile. 91-92, vous participez à la conférence nationale souveraine. On dit souvent de la société civile du Sud Kivu à un moment qu'elle était très forte, qu'elle était très dynamique, et certains observateurs pensent que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en dites? Je ne vais pas parler de la situation actuelle, je voudrais parler de votre époque, de notre temps. Nous sommes donc des Kaziba tels que vous voyez l'association dans laquelle j'ai travaillé là-bas. Ça a été créé en 1975. D'ici une année, nous aurons 50 ans d'existence parce qu'elle existe encore. J'étais son 3e secrétaire général. Je travaille avec Papa Kaboy Mubanza, qui était un ami à mon père. Qui, même après la mort de mon père, on a continué ces relations-là presque familiales. Et pendant l'éclosion du phénomène société civile en 87, nous avons été parmi les premiers à lancer le mouvement société civile au Sud Kivu avec Pierre Lumbi, avec Miteo, l'actuel chef de la maison civile du chef de l'État, avec Hamouli Kabarouza, avec Bagenda, Maman Zaina qui est déjà décédée et d'autres. Et nous sommes arrivés au moment de la conférence où nous étions délégués ici. Mais qu'est-ce qui faisait la force de cette société civile du Sud Kivu en ce temps-là? Les revendications qui vont dans le sens du social. Et tel que nous venons de vous parler ici, vous verrez que je suis dans le social plus que dans la politique. Nous, on revendiquait beaucoup plus de la construction de bonnes écoles, de bonnes routes, de bons soins de santé primaire, donc pour les malades, la vie de la population, les salaires des enseignants, alors que nous tous ici, vous voyez que nous étions dans l'enseignement, le panier de la ménagère, et ça attirait les gens vers nous. Mais aussi, c'est maintenant que je peux le dire parce qu'on l'a remarqué, il y avait la tension de l'Occident de nous appuyer. Aussi, moi je crois qu'ils avaient des démêlés avec le régime. Il y a, c'est la critique négative que je peux dire de ça. On nous finançait par beaucoup d'organismes étrangers. Et plus tard, nous avons remarqué que il n'y avait pas même de comptabilité. On vous disait, on vous envoie autant, on nous réunit. Moi, je pense que c'est ça l'aspect négatif. Je n'ai pas vu un projet qui a répondu directement aux besoins réels que nous réclamions, ni les salaires des agents, même si ce n'était pas ça l'ONG. On nous a appris beaucoup à revendiquer qu'à faire. En fait, c'était juste pour régler les comptes au régime Mobutu. En fait. Il y avait cet aspect. Parce que nous sommes les seuls en venant à Kinshasa, nous, société civile du Sud Kivu, du Nord Kivu, qui sommes restés à l'esplanade du Palais du Peuple pendant une semaine. Et nous avons refusé d'aller loger en Célé, où étaient les autres. À ce moment-là, nous étions
la branche B de l'UDPS presque, s'il faut dire des choses comme ça. Parce que des fois, on allait dans des réunions de l'ISOR, mais on n'allait pas dans les réunions de FCC ou FDI, comme on les appelait à ce moment-là. Pas les FCC actuels, mais les FCC, Force politique du conclave. Du Congo, FPC. FPC, oui. Force politique du conclave, mais on allait à la avec réunion. Avec les Mandungo, Boulagnati oui, et compagnie. Oui, à des réunions de l'ISORAL, après ISORAS. Voilà. Union sacrée alliée, Union sacrée radicale. Alors, puis avec société civile. Donc, il y avait cet aspect politique. Qui était dans la sauce de notre société civile. Maintenant, étant âgé, mais à ce moment-là, nous subissions un peu cette manipulation-là. Alors, 92, 2004, 2024, 32 ans après pratiquement, quelles leçons, vous, en tant qu'historien, vous tirez de la conférence nationale souveraine? Ça a été une réussite, c'est mitigé ou ça n'a été qu'un gâchis? Mitigé. Pourquoi? Mitigé parce que, ça a ouvert les Congolais à la démocratisation. Un gâchis parce que un pays avec 910 partis politiques, c'est quand même trop. Et je crois qu'avec le seuil qu'on a introduit, avec les regroupements qu'on a introduits, ça réduit ça à 70, mais c'est encore trop. Les partis politiques, en principe, quand vous lisez la loi de 2004 pour le fonctionnement des partis politiques, devraient être financés pour bien réguler la campagne. Mais qui peut financer 910 partis politiques? Et ça devient quelque chose qui n'a pas l'extension, comme moi je peux vous parler de mes représentants à Mwanda, mes représentants à Guado, j'ai des députés de Ingende, c'est à l'Équateur, j'ai des députés de Bongandanga, c'est à l'Équateur, j'ai des conseillers à La Chopo, j'ai des conseillers à Sankuru. Ils sont à combien? Je ne vous parle pas de Bukavu ou du Sud Kivu, ou de Lubero dans le Nord Kivu. Ils sont à combien les partis qui ont cet ancrage national? C'est là où j'ai dit c'est mitigé. Mais ça a quand même démontré qu'il n'y avait pas de nerfs solides. Par exemple, le président Houphouët-Boigny est mort, mais son parti, le PCDI, existe encore. Ici, vous ne voyez pas les impairs. C'est ce qui montre que ce n'était pas trop ancré dans la population. Et je crois que c'est quelque chose qu'on pourrait corriger dans la vie politique du Congo, parce qu'après la mort du fondateur, les partis disparaissent. Disparaît avec. C'est comme ça que vous ne voyez pas même l'héros national, Patrice Emery Lumumba, vous ne pouvez pas voir là où il y a le siège de l'IMNC et de l'ABACO. L'ABACO persiste à cause de l'esprit des Congo, mais ils ne sont pas trop influents comme les partis de jeunes, comme Bidimbo, quand vous êtes au Congo central. Moi, je crois que c'est une interpellation. Est-ce qu'on ne peut pas revoir cette loi d'organisation des partis politiques pour qu'on puisse privilégier les grands ensembles? Et c'est comme ça que Mobutu, comme nous, on n'aimait pas tout ce qu'il disait, parlait de multipartisme à 3, c'était les centres, c'était également l'opposition, et c'était son parti, les MPR. Vous voyez, aux États-Unis, il y a beaucoup de partis politiques. Mais aux États-Unis, on vous dit soit vous êtes républicain, soit vous êtes démocrate. Mais il y a des petits partis qui s'ancrent, qui sont alliés à ces grands partis, ne sont pas visibles. Tout à fait. En France aujourd'hui, dans l'État, il y avait aussi les républicains et les socialistes. Exactement. Voilà. Alors, mais aujourd'hui, même s'il y a ce qu'on appelle marasme politique en France, je crois que ça devient aussi mitigé. Alors, de 92 à 96,
Vous êtes conseiller national, membre du Haut Conseil de la République, Parlement de transition HCRPT 96-97, coordinateur de la cellule de crise à la primature au cabinet Kengo Adondo et Likulia Bolongo. Là, c'est déjà l'AFDEL qui est en train... C'est ça la conséquence de la conférence nationale souveraine. Il y avait 220 députés, 223 députés qui étaient élus. Et nous qui étions à la conférence, on y a augmenté 230 autres. On est devenu à 453 au HCRPT. On a changé même de nom, Assemblée nationale, à Haut Conseil de la République, Parlement de transition. Un fourre-tout. Un fourre, non, je ne sais pas. C'est ça un peu la conséquence de la conférence. Mais là, à ce moment-là, j'étais président de la sous-commission éducation dans la commission socio-culturelle. Mais quand en 94, d'abord 93 au Burundi, on dit le président Dadaye. 94, on dit le président Abiyarimana. Il y a eu l'opération turquoise. Nous avons eu plus de 800 000 réfugiés sur notre territoire. Et là, nous sommes des garçons trop jeunes et trop bouillants. On nous appelait des jeunes Turcs maintenant à l'ISO. Et à ce moment-là, on exigeait beaucoup de choses comme les déclarations actuelles contre les Rwandais. On a fait ça. Et 96, on m'envoie à la primature sous Kengo pour diriger la cellule de crise chargée des réfugiés rwandais, d'examiner les dossiers des réfugiés rwandais et burundais. C'est là où nous avons négocié avec Gérard Kamanda l'éloignement de ces réfugiés à 3 endroits. Lukolela, c'est à l'Équateur, tout près de Mbandaka. Nous avons demandé à ce qu'ils soient à Kongolo et à Irebu à Kindu. Mais visiblement, ça n'a pas marché. Le maréchal n'avait pas accepté parce que son intention, c'était d'aller enterrer, je crois, son ami, le président Abiyarimana au Rwanda et le général de l'air canadien. Parce que quand on parle des forces de EAC, nous avons connu je ne sais pas s'il faut l'appeler trahison ou le même phénomène en 95-96. Le général de l'air qui devrait venir superviser les forces d'interposition, il est rentré à partir d'Entebbe. Et c'est comme ça que chaque jour, Ghislaine Dupont devrait nous chanter telle ville, même si c'est un village comme Mocho, telle ville vient de tomber. Entre les mains de l'AFDEL. De l'AFDEL. Et ça a été créé comme ça, un peu du genre ce que vous voyez là. Mais à ce moment-là, est-ce que vous n'avez pas eu peur que le danger avec l'AFDEL était déjà à la porte et qu'il fallait quitter les affaires? Vous n'avez pas eu peur de ça? Non, non. Moi, je ne voyais pas les Rwandais ni la rébellion arriver à Kinshasa, malheureusement. C'est arrivé parce que j'étais dans la mission de Kisangani avec le président Kengo pour d'abord aider les déplacés qui sont venus du nord Kivu et du sud Kivu, passant par Lubutu, Amissi, Tingitingi. Je suis allé là-bas avec Emma Bonino, qui était la commissaire européenne chargée de ces questions humanitaires. Mais même avec Sadako Ogata, qui était à ce moment-là la secrétaire générale de l'ONU, moi je ne vois Boutros Ghali était secrétaire général de l'ONU et Sadako Ogata, la japonaise, était chargée de toutes ces questions-là. Nous sommes allés à Kisangani, je n'avais pas peur, je ne voyais pas la guerre quitter Bukavu jusqu'ici. Mais 7 mois après, elle est arrivée. Elle est arrivée. Alors, en 99 jusqu'à juin 2002, vous êtes gouverneur de la province du Sud Kivu. Comment vous y arrivez? Dans l'entretemps, le président Mouzé Kabila m'envoie à Bukavu avec le général Luecha
d'Ougouamlenge pour aller pacifier. Et nous sommes allés pacifier. Lui travaille avec le gouverneur Magabe. Et nous sommes allés à Kaziba réconcilier les gens de Kaziba qui étaient tués nombreux, 163 personnes, paix à leurs âmes. Et après avoir trouvé un terrain d'attente, le gouverneur est allé mettre fin à ça. Et c'est à ce moment-là que la guerre me rencontra. J'étais pris pour un opposant parce que la vérité, je ne connais pas comment l'RCD a été créé. J'avais fui. Et 4 mois après la fuite, après on avait tué les gens Kasika, Makobolo, tout ça. On est allé, une réunion de Bachi s'est tenue dans la ville de Bukavu. On est allé me chercher à Kaziba chez nous pour dire, dans le village, il y a quelqu'un d'expérimenté quand même, qui a travaillé à la primature, qui était député, qui est des nôtres. Voilà, c'était ça mon sort pour devenir gouverneur. Et de 99 jusqu'au 22 juin 2002, j'ai dirigé cette province. Alors, vous êtes passé de la collaboration avec Feu le maréchal Mobutu à Mzee Laurent Désiré Kabila. Avec 4 présidents. Avec 4 présidents. Est-ce que Oui. vous n'avez jamais été considéré comme un traître en passant de l'un à l'autre? Tout le monde, il y en a qui sont passés même avec Kassaboubou qui continue. C'est la continuité de l'État. Je ne vois pas la traîtrise. C'est le terme congolais ça. L'État continue et l'État ne s'arrête pas. Vous pouvez être dans les cas que vous voulez, mais moi, en quittant le gouvernorat, j'étais vice-président de la CI. Et je suis l'un de ceux-là qui avait proclamé le président Kabila. À ce moment-là, je deviens traître par rapport à qui? Parce qu'il a passé, il a reçu. En 2018, 2011, je suis moi-même candidat, je passe. En 2015, on m'envoie à la CI. Et on dit que je vais proclamer Chadari. Après, je proclame Tshisekedi. Maintenant, je suis traître par rapport à qui? Vous avez même dit que dans la machine à voter, j'ai déjà mis la photo de Chadari. C'est ça vos termes-là. Moi, je suis un homme engagé. Moi, je suis un homme engagé et je n'agis pas sous pression. J'agis sous ma confiance. Tu peux voir, par exemple, que je travaille avec le président Tshisekedi par confiance. Parce qu'il y a d'abord, le respect de la parole donnée. 2, il y a l'engagement légal. Quand vous avez été à la base d'une structure, vous ne pouvez pas vous opposer à cette structure. Tshisekedi a gagné ces élections et je ne vois pas pourquoi on peut s'y opposer. Alors, vous avez essayé d'escamoter un peu votre parcours. On y revient, on y va maintenant. Je ne dois pas. Oui. Alors, de 2003 à 2008, vous êtes deuxième vice-président de la commission électorale indépendante avec feu l'abbé Apollinaire Malou Malou. Oui. Paix à son âme. À l'époque, c'était la CEI. 2008-2012, ministre de l'Agriculture, Pêche et Élevage. 2011-2012, ministre intérimaire de développement rural pendant 6 mois. 2012, novembre 2015, député national élu de Walungu. Novembre 2015, juin 2019, vice-président de la commission électorale nationale indépendante CENI. Arrêtons-nous à ce niveau-là. D'abord, quand vous êtes ministre de l'Agriculture, Pêche et Élevage. D'abord, quand je suis à la CI. Oui. Nous quittons Sun City. On n'avait pas de bureau ici. Et le premier qui nous a donné un endroit où nous devons nous réunir, c'est Papa André Kadima, paix à son âme. Il vient de mourir il y a de cela 2 mois seulement. C'était à la Chaumière. C'est là où nous avons commencé la CI avec la loi organique. Et de là, nous allons dans un appartement, un bureau de l'université de Graben, de l'université catholique de Graben, qui était dirigée par l'abbé Malmalou à Kinmazière. Et de là, nous allons à Beautour. Et c'est à Beautour que nous avons, à un certain moment, rédigé la loi organique de la CENI qu'on amende, mais qui reste notre
création. Mais à ce moment-là, deux personnes que nous ne pouvons pas oublier, c'est Madame Micheline Begin, c'était une Canadienne, elle nous amenait des biscuits. Elle nous amenait également de l'eau. Et Ali Diabaté, qui était de la MONUSCO, MONUC, oui, à l'époque. À l'époque. Et c'est comme ça que dans les débats même sur la MONUSCO, moi, ma position, c'est toujours un résultat mitigé. Vous ne pouvez pas parler des élections au Congo sans la MONUSCO à l'époque, parce qu'ils nous ont donné 87 hélicos, ils nous ont donné 17 Antonov, il y avait 8 Boeing. Et il y avait un avion pour moi, pour l'abbé Malumalu, pour circuler sur toute l'étendue de la République. Alors, qu'est-ce que vous... J'ai voulu dire ça, que c'est ça le début. Et de là, nous sommes allés à l'avenue de la justice, là où se trouve le fonds social aujourd'hui. Et quand le président Kabila est venu nous voir, tout le monde avait peur. Moi, j'étais courageux pour lui dire, président, moi, je suis un ancien gouverneur. Moi, je ne vois pas ça comme bureau. Cherchez-nous un bureau. Et c'est comme ça qu'ils nous ont amenés là où il y a aujourd'hui. La CENI, il y a eu aussi des problèmes. Sur le boulevard du 30 juin. Sur le boulevard du 30 juin. Et c'est jour-là où nous avons eu les premières voitures. Parce que la CENI a fait une année, il n'y avait que ma voiture et celle de l'abbé. Alors, très rapidement, comme gouverneur du Sud Kivu, qu'est-ce qu'on peut mettre à votre actif? Très rapidement. Beaucoup de choses. L'entente entre la population, ce qui fait que moi je dors dans tous les 8 territoires et la ville de Bukavu. Je marche à pied dans tous les territoires et c'est pourquoi vous avez vu mon jeune parti avec 3 députés nationaux, 4 provinciaux et 4 au niveau municipal. Pour un jeune parti, c'est un bon accueil. À l'aéroport de Kavumu, c'est nous qui avons construit l'unique Salo qui est là. La maison du vice-gouverneur, c'est nous qui l'avons construite. Les stades de Kadoutoua à ce moment-là, c'est nous qui l'avons réhabilité. Les routes surtout, c'est moi le premier gouverneur qui avait signé l'arrêté sur ce qu'on appelle le péage route, que vous appelez Foner aujourd'hui. On l'a copié donc du Sud Kivu pour que ça soit étalé sur toute l'étendue de la République, parce qu'à ce moment-là, les véhicules quittaient Bukavu jusqu'à Kalemi, quittaient Bukavu jusqu'à Kisangani, Goma, Salamabila, jusqu'à Kindu. Et l'argent ne venait pas de la poche du gouverneur, c'était géré par la FEC. Moi, j'ai fait un système de décentralisation. La FEC et le vice-gouverneur devraient gérer cet argent-là, surtout cette circulation-là jusqu'à Mwenga. Et moi, je pense que les gens n'oublient pas ça en termes de réalisation, mais aussi les 40%. Les 40%, c'est pourquoi, devenu vice-président de la CI, j'ai introduit l'idée de la caisse de péréquation pour donner 10%. C'était 40%, on a beaucoup discuté, 10%, mais dans la loi sur la libre administration, on réclame toujours les 40%. C'est venu de nous autres. Mais aujourd'hui, quand vous regardez la ville de Bukavu, c'est des incendies à répétition, entraînant mort d'hommes, problème d'urbanisation. Qu'est-ce que vous en dites en tant qu'ancien gouverneur? Non, ancien gouverneur, j'ai hérité ça et ça a continué. Il faut connaître l'histoire de Bukavu. Bukavu, on l'appelait la Verte. Elle a été construite pour 52 000 habitants. On est aujourd'hui entre 1,5 million et 200 000 personnes, avec la même superficie, avec les mêmes courants, avec la même eau, avec les poids démographiques là. Ça ne peut pas supporter ça. Tu as parlé seulement des incendies, tu n'as pas parlé des glissements de terre aussi. Des terrains, parce que c'est comme les carreaux que vous avez devant nous ici. Et si c'était pour une personne, vous mettez au monde 5 personnes, il y a donc 5 maisons qui vont se mettre là-bas. Et comme il y a une sécurité à l'intérieur, l'exode rural a causé ça. Mais quand j'étais gouverneur, j'ai créé Panzi. J'ai vu qu'avec cette promiscuité, il faut que j'imite ce qui s'est passé au Nigeria. C'est ça la géographie aussi. Entre Lagos
et à Abuja, la différence est nette. J'ai créé Panzi, j'y ai mis l'hôpital où il y a aujourd'hui un prix Nobel, j'y ai mis une école pour les catholiques, pour les anglicans, les stades de mon équipe. Pour te dire, je suis sportif et on est en train de clôturer ce stade. Mon équipe, c'est Jeunesse sportive de Bukavu, Ajax. Si tu es journaliste sportif, tu connais ça. Alors, il y a également les marchés, il y a les cimetières, on a l'outil Panzi. Le vœu pour les incendies, il a fallu avoir des camions anti-incendie et l'honorable Bati avait acheté ça, mais je crois ce n'est pas opérationnel, et malgré sa bonne foi, sa bonne volonté. Mais le premier problème, c'est que ces maisons, la plupart, c'est en planche et c'est... Ils sont pratiquement collés les unes aux autres. C'est ce que j'appelle la promiscuité. Il faut un bon plan de réaménagement du territoire. Quand tu arrives à Kamagnola, à 50 km de là, tu verras que moi, comme quelqu'un qui était averti en 79, parce que j'ai commencé par là, j'ai déjà mis une usine, la minoterie de Kamagnola pour la production de la semoule de maïs, à 50 km de Bukavu. C'est anticiper tout ce qui peut arriver. Quand tu arrives à Niantende, tu peux voir que ma maison est déjà à Niantende, au-delà même des Panzi. Quand tu arrives à Moudaka, tu verras que j'ai déjà mis une usine d'oxygène, l'unique usine rurale, qui produit de l'oxygène aux malades de toute la ville de Bukavu, au-delà de ce que les autres hôpitaux ont. Donc, moi, j'ai déjà pensé à quitter la ville, même si je ne dois pas déraciner mes maisons. Alors, quand vous avez été ministre de l'Agriculture, Pêche et Élevage, comment vous expliquez que jusqu'aujourd'hui, quand on parle de la RDC, on parle d'insécurité alimentaire, alors que pour beaucoup, ce pays est un paradis? Quand j'étais ministre de la Pêche et l'Élevage, d'abord pour la pêche, j'avais mis un bateau de pêche à Mwanda. J'étais avec Robert Mbunga, ce jour-là, Janine Mabunda. Elle était au portefeuille. Robert était à la compagnie maritime zaïroise, congolaise. Hein. Quand j'avais mis un autre en scellé, à Kinkole, alors, tu ne pourras pas me poser la question que cela est devenu. Eh bien, évidemment. Après mon départ. Au niveau de l'élevage, je me rappelle que pour le Katanga, on avait donné à chaque territoire 20 vaches pour que cela puisse être les débits de ferme au niveau de chaque communautaire. 20 vaches par territoire. Okay. Ils ont 22 territoires et c'était le débit. Et une partie de ces vaches, pour moi, se trouve à Kalemi. Mes vaches à moi se trouvent à Kalemi. Pour te dire que je ne suis pas seulement du Sud Kivu. Avec le professeur Chifende, on avait commencé les séminations artificielles. Et même au chef coutumier, on a donné des vaches pour que les choses puissent marcher. Au niveau de l'encelé ici, on a commencé à avoir des conteneurs dans la ville, des points de vente. Dans cette ville, il y en avait à Kitambo, il y en avait à Lipen, à Rond-Point-Ngaba. Et au marché central, on avait renouvelé un scellé, surtout au marché de la Liberté, le marché des musées. Au niveau de l'élevage toujours, Kilo Belobé avait repris à Lubumbashi et Lukelenge avait repris à Mbujimayi. Et au niveau du maïs, s'il faut parler de ça comme on avait des tracteurs, on a d'abord fait quelque chose de très important, c'est la loi portant principes généraux de l'agriculture, ce qu'on appelle le code agricole. L'exonération actuelle des intrants agricoles, peut-être les gens ne le savent pas, si vous importez la houe, si vous importez la machette, les bêches, les je ne sais quoi, les engrais chimiques, ça passe gratuitement. C'est grâce à cette loi qu'on a fait. Il y a même la banque agricole qui est prévue dans cette loi-là. Et on a eu une croissance de 9,7.
Je vais vous faire montrer dans la maison qui est ici les cadeaux que le président Chiluba m'a donné. Je ne savais pas que... Ancien président de la Zambie. Oui, tu peux aller m'amener là où il y a les rhinocéros. Le président Chiluba, la carte de la Zambie, m'avait donné parce que nous avons eu une croissance de 9,7 et le prix de maïs est passé de 320 à 160. Et le président zambien était obligé de se déplacer parce que ça chutait chez lui de 50%. Ngoï Kassanji avait beaucoup produit au Kasaï. Chambo avait beaucoup produit dans la plaine de la Russie. Moïse avait déjà beaucoup produit au Katanga. C'est très bien tout ça, mais aujourd'hui, on va chercher le maïs en Zambie. Je ne suis pas là aujourd'hui. Tu m'as posé la question sur ce qu'on a fait. Oui, mais en tant qu'acteur politique, évidemment. Mon conseil, c'est que même l'idée sur l'argent ici, elle est à applaudir, mais il faut produire, il faut la production interne. On ne peut pas financer par exemple l'agriculture saison-quitrale A ou saison-quitrale B en dehors de la saison elle-même. Moi, je vous dis comment le président s'est déplacé, Chiluba, le président de tout un pays, il s'est déplacé pour venir négocier à Lubumbashi. Nous ne nous sommes pas mis d'accord, il est venu ici. Et quand il est venu ici au Palais de la Nation, voici les cadeaux. Voilà, c'est le cadeau du président Chiluba. Ouais, voici les cadeaux qu'il m'a donné. Et il m'a dit, you are strong like rhinocéros. Vous êtes aussi fort que ce rhinocéros. Je crois que vous comprenez. Alors, c'est ça la preuve. Alors, quel est votre conseil aujourd'hui pour qu'on revienne à cette suffisance alimentaire qu'on a eu? Je suis content qu'on ait nommé un ministre de l'Agriculture que je connais. Il travaillait à Lubumbashi quand j'étais ministre. Donc, il est du domaine, il est de cette filière. Je crois qu'il va d'abord distribuer les semences. Il va s'enquérir du contenu de ce qu'on appelle la politique agricole. Parce qu'il y a une politique agricole, comme il y a une politique de défense, comme il y a une politique de développement rural. Il va s'enquérir du contenu de cette loi portant principes fondamentaux. Mais comme quelqu'un du terrain qui a travaillé beaucoup avec FAO, je crois qu'il va s'en sortir. D'abord, l'investissement doit être interne. Nous avons sauvé Bengamisa pour le cacao. On a voulu vendre ça et nous avons sauvé Bengamisa. On a commencé à produire du chocolat à Kisangani. Et aujourd'hui, ça n'a pas continué. Tu parles seulement du maïs. Moi, je pense que l'INERA, la recherche agronomique, doit revenir en palme d'or dans le programme agricole. Ne pas séparer surtout l'INERA de l'agriculture. Et s'il faut les laisser comme tel, il faut aider alors le ministre Gilbert Kabanda. On ne peut pas lui dire, vous avez les recherches, on ne met rien dans les recherches, parce que la Birmanie, la Côte d'Ivoire, les gens qui ont bénéficié de nos régions de palmiers à huile, aujourd'hui sont eux qui nous sont parmi les grands producteurs. Oui. Alors revenons aux aspects politiques. Vous avez été à la CENI avec l'abbé Apolline, le feu abbé l'Apollinaire Malou Malou, avec Corneille Nanga. Qu'est-ce que vous répondez à certains Congolais qui pensent que la RDC en est à son 4e cycle électoral et que les différents acteurs politiques qui sont là, députés nationaux, provinciaux, sénateurs, sont plutôt nommés que votés? Je vous ai dit, nous sommes venus du néant parce qu'on n'avait ni bureau ni autre chose. Mais c'est l'homme qui est devant vous. Mwando est mort, Bochab est encore vivant, Lumano est vivant, le professeur Bob Kabambe est vivant, l'actuel conseiller spécial chef de l'État est vivant, le professeur Mboje et Ali Diabaté dont je vous ai parlé. Malumalo est mort, mais la Constitution n'est pas morte. C'est nous qui sommes à la base avec Mzee Marini qui était au Sénat, Kamitatu qui était à l'Assemblée nationale. Nous sommes à la base de cette constitution actuelle. Si vous avez tous ces articles, moi je peux vous dire, voilà, dans quelles circonstances cet article a été rédigé. Alors, est-ce que c'est rien ou c'est quelque chose d'avoir contribué à donner
une constitution au pays? Est-ce que c'est rien ou c'est quelque chose d'avoir donné une loi électorale au pays? Est-ce que c'est rien ou c'est quelque chose d'avoir donné une loi portant un fonctionnement des partis politiques au pays? Moi, je pense que quand on veut critiquer, il ne faut pas que l'on critique la Bible et on n'est pas théologien. Il ne faut pas non plus être peut-être un illettré électoral et dans la fougue populaire, on commence à parler de toutes les choses négatives. Moi, je me réjouis que Malou Malou, moi-même, nous ayons conduit les premières élections démocratiques au Congo après celle de 1964. Et nous avons abouti. Le reste, ce n'était que des coups d'État et des assassinats. On a abouti en 2018. Je me réjouis que je suis aussi l'un des acteurs qui avait conduit la première alternance politique où deux présidents en vie se sont embrassés devant tout le monde et se sont passés les flambeaux. Je suis l'un de ces acteurs-là. Parce que vous parlez de 2018, vous êtes visé par des sanctions américaines en mars 2019, accusé d'avoir sapé le processus électoral et les institutions démocratiques. On vous accuse de corruption persistante des hauts responsables de la CENI pour entraver et retarder les préparatifs des élections crédibles et inclusives. N'est-ce pas une tâche dans votre CV si éloquent? Non. Moi, je crois que c'est une affaire de marché. Les gens qui ont écrit ça, avaient déjà en tête, ce sont des ONG et autres, et avaient en tête que nous avons déjà la photo de Malou Malou dans l'histoire des machines à voter. Pas de Malou Malou de Chadar, dans la machine à voter. Deux, certains nous avaient proposé leur marché qui ne répondait pas aux critères actuels. Si ces sanctions étaient bonnes, étaient vraies, pourquoi avec la même machine, en 2023, on n'a pas sanctionné Kadima, on n'a pas sanctionné l'entreprise qui a délivré ça? Moi, j'ai les droits de réserve, mais je peux vous dire, tel était client, il voudrait qu'on achète ce matériel, on ne les a pas achetés parce que ça ne répondait pas au goût et aux critères de la chaîne. Dans cela, on disait qu'on a acheté une machine à 1500 $. Et ça faisait du bruit. 1500 $, c'est le prix d'un téléphone, hein, aujourd'hui. Et actuellement, on a acheté cette machine à combien? C'était des dossiers politiques. Je crois qu'un bon jour, ça va se régler de soi. Je suis aussi content, et c'est ce que je vais vous dire, parce que ça fait 2 fois que je sois au début de l'invention ou de quelque chose qui doit demander quand même réparation, ce qu'on appelle la propriété intellectuelle. En 2005, au lieu d'être tache noire, il faut que ce soit une tache blanche. En 2005, nous avons été la première commission électorale au monde à utiliser les kits biométriques pour l'identification. On avait le même bruit. On avait le même bruit que non, il n'y aura pas enrôlement, il n'y aura pas ceci ou cela. Mais c'est quand nous avons enrôlé avec plus de 25 712 000 électeurs que les Togolais sont venus importer nos machines, les Belges aussi. Pour dire, parce qu'on les a fait en Belgique, avec ZS. Maintenant qu'on les fait avec les Coréens, ça devient des sanctions. C'est un peu ça. Il faudra plutôt que vous, journalistes, que vous, intellectuels congolais, vous sachiez qu'il y a eu quelque chose qu'on a inventé au Congo, les kits biométriques en 2005. Il faut plutôt que vous, intellectuels et journalistes congolais, vous inversiez cette tendance de croire que comme on n'a pas acheté aux États-Unis, on n'a pas acheté, et en France, on n'a pas acheté à tel endroit, que ça devient un problème. Nous sommes la première, le deuxième pays en Afrique après la Namibie, d'avoir utilisé la machine de vote. Avec la seule différence qu'en Namibie, il n'y a pas cette performance congolaise. Il nous faut plutôt une propriété intellectuelle comme on en donne aux Américains pour Boeing. Et nous sommes guise de reconnaissance. En guise de reconnaissance, c'est une attestation. Et quand peut-être noir, c'est là où je suis nationaliste, vante quelque chose, bon, on a fait des bruits pour que les choses ne poussent pas. Moi, je ne regrette pas ça. Moi, je sais qu'un beau jour, ces histoires seront levées
Et je connais là où l'on en est dans ces dossiers. Laissez-moi aussi la liberté de faire confiance à ces Américains qui ont fait ça. Mais ils ne peuvent pas vous dire qu'ils peuvent nous sanctionner, mais ils reconnaissent les fruits de nos élections. Est-ce que ce n'est pas... Parce que chaque jour, l'ambassadeur va où? Des États-Unis ici. Et moi, je ne veux pas me mettre dans ces histoires. C'était politique. Alors, c'était politique et des soupçons que nous appartenons à telle tendance politique. Nous avons déjà bourré. Moi, je peux te faire aussi quelques révélations sur ça. Moi, je salue un parti politique, l'UDPS. L'UDPS nous a fait 47 questions pour s'assurer si la machine à voter est bourrée. Et nous avons répondu à ces 47 questions. C'est la première fois que je l'ai dit publiquement comme ça. Deuxième, c'est l'abbé Chollet, la Senco. Il nous a amené des Britanniques, des auditeurs britanniques de cette machine. Et ces auditeurs ont montré dans le bâtiment qui est sur Willery qu'il y a aucun problème. Leur bâtiment là, il faut, hein, sur Willery, qu'il n'y a aucun problème. Et c'est après maintenant que ceux qui refusaient d'aller au vote à cause de la machine l'ont fait. Alors, moi, je ne vois pas les fondements de ça. Et je crois que ça va se terminer. Alors, notre émission est en train de toucher lentement, mais sûrement vers sa fin. Alors, si vous doutez de la machine à voter, dites-moi le prix de cette machine. Parce qu'on en parlait, mais personne n'a jamais donné une facture ou un prix. C'était des bruits. Dites-moi, est-ce que vous savez un prix contraire? Parce que nous, on a montré ça, et on a montré les comptes, et ce n'est pas la CENI qui payait, c'est la banque, d'une banque à l'autre. Alors, voilà. C'était des bruits. Alors, notre émission, comme je l'ai dit, est en train de toucher... Tu n'as pas répondu. Est-ce que tu as un prix contraire? Non, il ne m'appartient pas à moi de répondre aux questions, c'est plutôt à vous, et vous avez donné l'éclairage qu'il fallait. Oui. On se rappelle qu'en 2019, vous démissionnez à quelques jours de la fin du mandat, à 3 jours de la fin du mandat du bureau au Nanga, sans que le rapport ne passe par le Parlement. Qu'est-ce qui s'est passé, brièvement? Non, c'est là où je parle souvent de... Qu'est-ce que vous craignez? C'est là où je parle des illettrés électoraux. Quand vous ne lisez pas la loi, quand quelqu'un respecte la loi, ça devient une crainte, ça devient une trahison, ça devient autre chose. La CENI passée a commencé avec l'abbé Malumalo. Ils étaient investis le 16 juin 2013. Et c'est écrit à l'article 10, je crois à 9, que le mandat de la CENI est de 6 ans non renouvelable. Calcule le 16 juin 2013, pour faire 6 ans, ça va arriver à quelle date? C'est le 16 juin 2019. Et moi, quand j'ai vu que ce mandat s'est terminé, je ne voudrais pas violer la loi. Alors, est-ce que je devrais aller chez toi, Alain? Je devrais aller chez qui? Dire que je vais démissionner. Non, j'ai respecté la loi. Simplement. André Pungwe, qui m'a précédé, a fait 2 ans et demi. De 2013 à 2016. Moi, je suis arrivé début 2016, exactement le 22 novembre 2015. Et je n'avais qu'une année pour terminer 2016. Tous les bruits, ça fait partie de ces sanctions aussi. Tous les bruits, c'est qui a fait qu'il y ait prolongation. Alors, pourtant, je suis arrivé 2012 terminé, 13, 14 et 15. Comment allais-je faire des élections dans une année parce qu'on m'appelle Katitima, alors que 4 ans sont terminés? Ça, c'est de 1. 2, on ne parle pas de cela qui était là, de 2012, 13, 14, 15. Ça, c'est là où je ne sais pas de politique, parce que le régime avait déjà des problèmes avec les autres, et je venais du PPRD. Alors, maintenant,
En 2019, on a terminé. Ma mission, c'était avoir un président. Est-ce qu'il était là ou non? Il est là d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Ma mission, c'était d'avoir les 500 députés. Est-ce qu'ils étaient là ou non? Oui. Ma mission, c'était d'avoir 770 ou 80 députés provinciaux. Ils sont là. 26 gouverneurs. Ça et 8 sénateurs. Quelle autre mission allais-je faire? Tromper ma femme ici, que je pars travailler au moment où la mission est terminée et le mandat est terminé. C'est comme ça que le 13 juin 2019, respectueux de la loi, j'ai écrit au président national du PPRD qui m'avait envoyé là-bas, son Excellence Joseph Kabila, pour dire je démissionne. Et il a pris acte. Et je suis monté, je n'ai pas montré ça officiellement aux autres, je suis monté parce qu'il y avait déjà un nouveau président. Je me suis fait accompagner de Corneille. Et nous sommes allés chez le président Tshisekedi, je lui ai remis sa copie et il m'a félicité, il m'a dit vous êtes élégant, Bokilo, vous êtes élégant. Et moi, je suis parti et jusque-là, je ne me sens pas redevable à personne. Mais alors, tu sais que nos amis, sans parler de beaucoup de choses, sont restés 2019, 2020, et ils ont quitté, je crois, en 2021. Alors, est-ce que je suis mort? Est-ce qu'ils ont eu beaucoup de joie que moi? Je ne sais pas. Alors, pour terminer, 22 juin 2022 à nos jours, vous êtes autorité morale du parti politique ANDE, Alliance des nationalistes pour un Congo émergent, dans le groupement AN, membre de l'Union sacrée de la nation. 29 avril 2024, vous êtes élu sénateur dans la province du Sud Kivu. Pour terminer, vous avez toujours été considéré comme un cacique du PPRD, très proche du président Kabila. Aujourd'hui, la plupart d'entre vous sont avec le président Tshisekedi. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous considèrent comme un vagabond politique? Pour terminer. Je vous ai dit que moi, j'ai quitté le PPRD en 2015. Je n'ai participé à aucune réunion du PPRD depuis que j'étais à la CENI. Mais si cela doit continuer, comment je dois effacer dans ma biographie que je n'ai pas été ministre de l'Agriculture sous le PPRD? Tout dépend du comportement de tout un chacun. Aujourd'hui, d'autres m'appellent cacique aussi de Tshisekedi. J'ai un caractère d'un homme normal, d'un homme de développement. Je vais de vous poser la question si pendant les 5 ans ici, si vous avez vu, ou même au moment où vous êtes devant moi, si vous avez vu un changement comportemental par rapport à ce que vous avez vu de moi il y a de cela 10 ans. Je suis un homme qui vit avec la population et moi, quand vous parlez du président Kabila, moi, lui, nous avons été d'accord de la passation du pouvoir et l'a fait, c'était à midi. Alors, si lui-même a fait passer les flambeaux, les drapeaux, pourquoi ne pas travailler avec celui à qui il a passé la continuité de l'État, quoi? Je dois être pris Kabilis que lui-même, c'est lui-même qui a fait passer. C'est lui-même qui a fait passer le flambeau. Alors, quand vous dites ça, donc je devrais être opposé à qui? Alors que c'est moi qui ai proclamé. Vous proclamez une chose et vous avez... Non, ça c'est la vie des hommes, ce sont là les vagabonds. Ce sont là les vagabonds. Un homme normal doit être constant de sa position. Et ma position, je suis parmi les 13 membres de la CENI qui ont la joie d'avoir fait une alternance politique à la République démocratique du Congo. Alors, si vous avez votre appréhension, continuez à l'avoir, mais moi, un bonjour, je sais que dans l'histoire du Congo, on dira depuis 1960 jusqu'à 2018, 2019, 58 ans après, Katintima
est parmi les gens qui ont fait passer les pays d'un régime à l'autre sans effusion du sang. Vous êtes autorité morale aujourd'hui d'un parti politique. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait des 900 partis à l'époque après la conférence nationale. C'était déjà trop. Mais est-ce que le vôtre ne vient pas déjà, n'est pas un parti de trop qui vient s'ajouter au trop plein déjà? Il y a des innovations à l'Alliance des nationalistes pour un Congo émergent. Lesquels? C'est un parti libéral. Beaucoup de partis sont des sociodémocrates. C'est déjà une innovation. Ce n'est pas un parti qui fait des promesses, mais c'est un parti qui réalise. Quand vous voyez au niveau de la santé, nous avons 2 hôpitaux. Au niveau de l'enseignement primaire, secondaire, je vous ai dit ce qu'on fait. Au niveau de son projet de société, c'est parti du faire des autres. Dans le milieu rural, je vous ai dit comment on a des projets de l'électrification, des projets d'eau, surtout la promotion du genre et la promotion de la jeunesse. Notre slogan, c'est que quand vous êtes un bon leader, vous devez préparer votre succession parce que un leader sans successeur meurt sans succès. Et moi, je pense qu'avec tous les CV que j'ai, je voudrais que ce parti puisse se continuer pour que ma vision politique, celle de la proximité avec la population, puisse se continuer. Et ce qui a fait que, comme sénateur, tu l'as dit, que je puisse être le mieux élu de la province du Sud Kivu avec 11 voix pourtant chômeurs. Et ce qui te montre que tout ce que tu dis là, des sanctions et autres, ce n'est pas ça l'appréhension de la population. Et alors, pour terminer en rapport avec votre parti politique, quel message vous lancez aux Congolais? Je voudrais que beaucoup de Congolais qui nous ont fait confiance continuent à nous faire confiance et que beaucoup d'autres adhèrent au parti parce qu'il y a des innovations. Si vous nous avez donné les 6 députés nationaux, les 4 provinciaux, les 6 municipaux, au moment où nous étions seulement à une année de notre création, je crois que vous allez nous donner beaucoup plus que ça en 2028 et nous allons diriger le Congo ensemble avec la jeunesse et les femmes. Notre secrétaire général, elle est de la Mongala, donc de l'Équateur. Ce n'est pas un parti collinaire, hein. C'est un parti où les gens entrent par conviction. Parce qu'à la Mongala, il y a, quand j'étais au ministère de l'Agriculture, il y a la maison qu'habite le gouverneur. C'est moi qui l'avais construite là-bas. Et vous voyez, c'est ça un peu l'essence. Ce n'est pas un parti où l'on adhère parce qu'on a besoin de l'argent, des cotisations autres. On y entre par vision. Et savoir que nous cherchons des successeurs. Nous ne voulons pas, à un certain moment, vivre un parti de 5 ans, de 10 ans, de 20 ans. Nous voudrions que notre successeur soit du Kivu, soit de Bandundu, soit de Kwango, soit du Congo central, soit de la Chopo, de l'Ituri. Nous venons de fêter les 22 ans dans les 26 provinces. Ils sont rares les partis qui sont ici. Ça les adhérer nombreux, nous allons gagner ensemble. Norbert Basengezi Katintima, merci de nous avoir reçus chez vous, de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup. Pensez à d'autres acteurs politiques qui verront cette démocratie que nous avons commencé ensemble, surtout avec Malou Malou. C'est continué en 2018, en 2033. Chaque 5 ans, il faut que les gens se battent pour renouveler le mandat ou le terminer. Je crois que vous comprenez. Et je suis fier d'avoir été l'un de ces acteurs-là. Merci infiniment. Mesdames et messieurs, grand témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné. Présentation Alain Irung-Mouché, supervision Jean-Marc Matouaki. Merci à Clément Chimanga, à Jonathan Fouanani qui était à la vidéo et à la caméra. Merci à Pascal Massirika qui a facilité la réalisation de cet entretien. Vous pouvez réécouter cette émission, voire la télécharger en allant sur www.radiookapi.net
ainsi que sur toutes nos plateformes digitales. Bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix. Au revoir. Radio Kapi, grand témoin.